Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis psychiatre, j'ai 67 ans. J'ai fait une grande partie de ma carrière en hospitalier et j'ai commencé à travailler, j'avais à peu près 22 ans en fait, parce que j'étais faisant fonction d'interne pendant les vacances, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Voilà, c'était la première fois que j'étais en position de prendre des décisions et j'étais un petit peu impressionné parce qu'en fait je ne connaissais pas du tout le monde de la psychiatrie. Alors comment je suis arrivé à la psychiatrie? Eh bien, parce qu'en fait, au départ, j'ai fait une psychanalyse quand j'étais jeune pour m'aider à vivre. Et, euh, et après, au bout de quelques années, enfin, voilà, j'ai dû commencer peut-être à 19 ans, et après, 3 ans après, je sais que j'avais envie de faire de la psychiatrie. Et mon psychanalyste de l'époque, d'ailleurs, pensait que c'était pas une bonne chose. Voilà, que c'était une espèce d'identification à lui. Mais bon, j'ai fait quand même, et finalement, je regrette pas, parce que ça m'a toujours intéressé. En fait, à cette époque-là, il y a beaucoup de gens enfin, il y a beaucoup de jeunes psychiatres qui passaient par une psychanalyse. Bon, disons au minimum, pour pas confondre ses propres problèmes avec le problème du patient. Et puis après, bon, on rencontre des gens différents, on fait des interventions dans les congrès, etc. Donc je me suis intéressé à d'autres philosophies. Je me suis beaucoup intéressé donc à l'existentialisme. J'aimais bien cette notion de responsabilité, cette notion de liberté. Et puis, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie du langage. Euh, j'ai fait beaucoup d'articles sur la philosophie du langage, d'intervention, parce que la psychiatrie, finalement, il y a certes les médicaments, mais il y a aussi beaucoup de paroles qui sont échangées. Donc, selon comment on manie le langage, on a des résultats différents avec les patients. Et enfin, un peu plus tard, en fait, j'ai suivi l'évolution de la science. Donc, il y a eu un essor des neurosciences en 1990, à partir du moment où on pouvait voir ce qui se passait un peu dans le cerveau. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à davantage m'intéresser aux neurosciences. Et on verra dans les prochains entretiens, en fait, que c'est difficile maintenant, compte tenu de l'essor des neurosciences, de présenter un travail psy sans se référer aux neurosciences. Pourquoi vous avez appelé cette chaîne Réparer sa vie? Alors, je me suis penché sur le problème de réparer sa vie pour que le patient ou des personnes qui ne sont pas des patients puissent essayer de contribuer à réparer leur vie eux-mêmes, de contribuer à réparer leur vie eux-mêmes. Parce que je me suis posé des questions sur l'offre de soins. L'offre de soins, bon, soit on a des entretiens informels, ça s'appelle une psychothérapie de soutien ou d'élucidation, ou alors on a des psychothérapies un peu plus structurées, qui ont chacune leur philosophie sur les conditions de vie, sur la condition humaine, sur leurs conditions de vie. Et il y a beaucoup de patients, en fait, qui n'ont pas spécialement envie de faire des psychothérapies, n'ont pas les moyens, n'ont pas l'organisation pour faire des psychothérapies ou n'ont pas l'argent pour faire des psychothérapies, par exemple. Et entre les entretiens, ils ont quand même besoin d'essayer de participer un peu à leurs soins pour aller mieux. Et les patients souvent ont un discours de plainte par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est d'orienter plutôt la plainte vers la réparation. Voilà, c'est-à-dire de déplacer un petit peu le curseur et au lieu de dire quelle est la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour réparer, qu'est-ce que je vais pouvoir entreprendre, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche de réparer, où sont les blocages. C'est un peu une réorientation un petit peu d'un entretien. Tout ça, ça va avec effectivement des difficultés au niveau de l'offre de soins,
parce qu'il n'y a plus assez de personnel psychologique et psychiatrique pour assurer le suivi des patients. Un psychiatre, par exemple, dans un CMP, sauf si le patient est en crise, il voit le patient peut-être, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, maximum une demi-heure tous les mois. Les, dans les CMP, les agendas des psychologues sont plutôt pleins jusqu'à un an et demi à peu près. Donc en un an et demi d'attente, il a le temps de se passer beaucoup de choses. On peut avoir changé de vie, on peut avoir déménagé. Donc dans la fonction publique, on compte en fait sur les entretiens infirmiers parce que ils sont un peu plus nombreux, donc ils ont un peu plus de disponibilité pour voir les patients. Et en ce qui concerne le privé, il n'y a pas forcément les psychiatres, suffisamment de psychiatres et suffisamment de psychologues, de psychothérapeutes. Et puis après, il y a le problème des remboursements. Enfin, en général, les consultations des psychologues ne sont pas remboursées. Et encore moins, donc, et les consultations des psychothérapeutes non plus ne sont pas remboursées. Donc les gens n'ont pas forcément l'argent ou n'ont pas forcément envie d'investir de l'argent dans ces consultations. Donc tout ça me fait dire que ça me semble bien d'essayer de trouver une solution pour que le patient participe un petit peu donc à ses soins et prenne des initiatives pour moins souffrir. Le premier sujet que l'on va aborder, c'est je veux moins souffrir. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème-là? Bah, je vais finir la phrase en fait. Je veux moins souffrir de la vie en communauté. Alors je voudrais un petit peu expliquer ce que c'est qu'une communauté. L'homme est fait pour vivre en communauté. Voilà, il est fait pour vivre en tribu. C'est même cette compétence à vivre en communauté, peut-être, qui a fait il a pris son essor par rapport aux autres mammifères, puisque la communauté, ça permet un partage des tâches, une entraide, un soutien entre les membres de la communauté. Donc, l'homme est doté d'un cerveau social, c'est souvent l'hémisphère droit, qui est assez sophistiqué, et qui permet donc de s'ajuster aux autres membres de la communauté humaine. Mais la communauté a du bon et du mauvais. Voilà. C'est-à-dire elle a du bon, comme je dis, par rapport à la solidarité, dimension émotionnelle. Mais le plus difficile, c'est les conflits qui vont naître entre les membres donc de la communauté, parce qu'en fait, bah, on peut pas éviter que des personnes aient des intérêts divergents, et on peut pas éviter que des gens ont des croyances les uns sur les autres. Qui peuvent être assez négatives, des antipathies, des sympathies, etc. Alors moi, je pense que la communauté en elle-même engendre un certain nombre de souffrances. Et je dirais même qu'elle engendre des souffrances, quelle que soit la société où on se trouve. Alors en ce moment, il y a un grand débat sur la lutte entre les sociétés autocratiques et démocratiques, par exemple. Ça, c'est des problèmes politiques. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont plus difficiles que d'autres à vivre. Mais n'empêche que la vie en communauté en elle-même porte quand même une certaine souffrance, quelle que soit la société et quelle que soit l'histoire, puisqu'on verra que après tout, les philosophes grecs essayaient de s'aménager des habitudes de vie de façon à échapper à la souffrance communautaire. Donc la communauté engendre des souffrances. Il y a des sociétés qui se sont risquées à essayer de réparer ça, c'est-à-dire à rendre les gens heureux. On fera une intervention sur Truman Show, qui est un film, enfin le terme c'est un film dystopique sur une société particulière. Et on voit que souvent quand on essaye d'arranger, de faire des sociétés parfaites, ça cache quelque chose derrière et au bout d'un moment, donc ça s'effondre. Voilà, il y a donc ces sociétés dystopiques, ou alors on dit aussi des sociétés utopiques, c'est-à-dire on essaie de faire des sociétés où tous les gens sont heureux et puis finalement c'est les contradictions de la communauté qui reprennent leurs droits et finalement la société utopique finit mal.
Alors vous avez amené un support pour étayer vos propos. Quel est-il? Alors j'ai amené le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Donc le mythe de Sisyphe, c'est un mythe grec. C'est Sisyphe qui a défié les dieux et qui est puni. Alors il a défié Zeus. Zeus a envoyé la mort pour aller le chercher. Et Sisyphe était rusé, il a réussi à tromper la mort. Du coup, Zeus l'a puni, et Zeus l'a puni à une, une torture, donc dans l'enfer des Grecs, le Tartare. Il est condamné donc à remonter un rocher en haut d'une montagne. Le rocher n'atteint pas le sommet de la montagne, puisqu'avant avant que le rocher n'atteigne le sommet de la montagne, il redescend, et puis donc Sisyphe remonte encore le rocher éternellement pendant toute sa vie. C'est le mythe en question. C'est un mythe très riche, et donc qui a donné la possibilité de plusieurs interprétations. Bon, l'interprétation peut-être la plus évidente, pour certains en tout cas, c'est Libris ou Libris. On dit les deux, en ce moment c'est très à la mode en politique de parler de ça. C'est l'arrogance, c'est ça Libris, c'est l'idée de grandeur, l'idée d'être supérieur aux autres, de ne pas avoir de limites. Voilà. Et donc, on dit, bah voilà, Sisyphe a défié les dieux, il s'est cru l'égal des dieux, et il est puni. On le ramène à sa triste condition humaine, et on le punit, on le fait souffrir. Camus, lui, voyez, il a écrit ce livre dans un cycle de l'absurde, et voyez, une démonstration éloquente de l'absurdité de la vie répétitive, inlassablement, toujours la même chose, jusqu'à que mort s'en suive. Personnellement, ma propre interprétation à moi, c'est que c'est simplement la répétition inlassable des ennuis dans la vie. On passe sa vie à essayer de répéter sans arrêt les mêmes réparations. On est condamné à ça. Voilà, on est condamné à ça. Il va falloir vivre avec ça. Alors finalement, Camus n'est pas très loin des problèmes de communauté que j'ai exposés là, puisqu'effectivement, il commence son livre de manière assez brutale sur le tabou du suicide. Il dit effectivement donc, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Alors, je me suis demandé pourquoi il commençait aussi violemment donc son livre, de manière aussi abrupte. C'est parce qu'en fait, il s'en prend aux philosophes. Il s'en prend aux philosophes qui sont un peu des imposteurs. Par exemple, il parle de Schopenhauer qui est un peu un imposteur. Et c'est très humain, c'est-à-dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, il y a une différence entre le mode de vie qu'ils ont et les idées philosophiques qu'ils professent. On verra ça aussi dans d'autres. On rencontrera cette critique des philosophes dans d'autres interventions. Que se passe-t-il ensuite? Eh ben, ma foi, Camus, qui finalement commence de manière assez dure, mais qui n'est pas si pessimiste que ça, propose donc une solution à Sisyphe. Voilà, il dit que, bon, ben voilà, alors lui, il parle en termes d'absurde, hein, donc il dit, voilà, il y a une solution à l'absurde, ben, la solution à l'absurde, c'est d'accepter. C'est d'accepter son châtiment. Si on accepte son châtiment, Sisyphe doit accepter son châtiment, alors à ce moment-là, il sera plus désespéré, parce qu'il aura plus d'espoir que la pierre reste en haut de la montagne, et il arrivera à vivre donc avec cette condamnation, avec cette torture. Quelle solution proposez-vous pour aider les gens à moins souffrir? Alors je vous redis ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que vous allez vous orienter plutôt vers la réparation. Vous n'allez pas trop vous orienter vers les plaintes de ce qui vous arrive, mais comment je vais pouvoir m'y prendre pour réparer ce qui m'arrive. Ce que vous devez savoir avant, c'est que, bon, d'abord, tous les patients, heureusement, ne sont pas suicidaires. Heureusement, ils peuvent avoir des baisses de morale, ils peuvent avoir des inquiétudes, des angoisses, mais
quand même, ils supportent la vie en communauté, ils aiment bien la vie, ils souffrent, mais ils aiment bien la vie. Donc, toutes les personnes ne se posent pas les questions que Camus se pose au début du livre. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, quand même, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la souffrance. Il y a des gens qui sont plus ou moins vulnérables à la dépression, à l'inquiétude, à l'angoisse, ou alors à la prise d'alcool, de drogue, pour se soulager. Et le troisième point, c'est le fait qu'il existe des pathologies où je crois qu'on a quand même besoin d'être médiqué, et on a besoin d'être accompagné, par exemple, des graves traumatismes. On a eu un accident de voiture très grave, on est passé à côté de la mort, on a un état de stress post-traumatique, et dans ces cas-là, je pense que on ne peut pas tout seul essayer de réparer, il faut faire appel à un professionnel, et il faut au moins, temporairement, au moins faire appel à un médecin pour avoir souvent des médicaments. Ensuite, ce que je vous propose, ce que vous devriez faire, c'est rechercher de faire un lien entre l'état psychologique dans lequel vous êtes et des mauvaises nouvelles que vous avez reçues. Alors souvent, c'est difficile à expliquer ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle, d'autant qu'il y a beaucoup de patients qui vont parler de l'état dans lequel ils se trouvent, les mal-être dans lesquels ils se trouvent, mais qui vont pas réussir à mettre en correspondance l'état dans lequel ils se trouvent et une mauvaise nouvelle qu'ils ont reçue. Ils vont pas réussir à expliquer qu'en fait ils réagissent à une mauvaise nouvelle. D'autant que souvent ils réagissent à des mauvaises nouvelles qui sont pas spécialement graves, mais ils réagissent mal. C'est comme ça que l'humain est fait, c'est qu'il n'y a pas de proportion entre l'importance de la mauvaise nouvelle et la réaction. J'essaie d'expliquer ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle pour être clair. L'exemple le plus trivial de la mauvaise nouvelle, c'est, je sais pas, on va dire par exemple une panne de voiture. On est en race campagne, on est le soir, on a une panne de voiture, on démarre plus, alors on a crevé les deux roues. C'est ça la mauvaise nouvelle. C'est que je viens de m'apercevoir que ma voiture ne marchait plus. Et les conséquences de la mauvaise nouvelle, les conséquences là qui sont douloureuses, qui sont emmerdantes, c'est la réparation. C'est-à-dire on se dit, ben voilà, il va falloir que je trouve un garagiste, il va falloir qu'il soit ouvert, il va falloir qu'il me fasse un prix d'amis, il va falloir que je reporte les rendez-vous, je ne sais pas comment je vais m'en sortir jusqu'à présent, voilà. C'est un exemple, mais à chaque fois qu'il y a une panne, de toute façon, on voit tout de suite qu'il y a des conséquences de la réparation de cette panne qui sont douloureuses. Voilà, c'est une explication de ce que peut être une mauvaise nouvelle et surtout donc les réparations qui sont pénibles de cette mauvaise nouvelle. Mais encore une fois, il y a beaucoup de patients qui ne font pas de lien entre ce qui leur arrive et une mauvaise nouvelle, ou alors ils rattachent ce qui leur arrive à des choses plus anciennes, par exemple un deuil, par exemple un problème de divorce, euh, alors qu'en fait on peut avoir des baisses de morale pour des mauvaises nouvelles qui sont pas très importantes, mais on a tendance à dramatiser. Le deuxième point que je vous suggère, c'est que vous devez faire la différence entre avoir des ennuis et mal réagir aux ennuis. Ça, c'est très important parce qu'on trouve des personnes ou des patients qui arrivent, qui sont catastrophés, qui disent voilà, il y a encore ça qui m'est tombé sur la tête, décidément, j'ai pas de chance. Or, il faut bien que les gens soient améliorables, il faut bien que les personnes soient améliorables. On va leur expliquer qu'ils ne vont pas forcément toujours mal réagir à tout ce qui leur arrive. Peut-être qu'ils pourraient mieux réagir à ce qui leur arrive parce qu'ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Malheureusement, souvent, c'est un discours qui ne porte pas parce que les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas compris, ont l'impression qu'on ne fait pas preuve de compassion envers eux, alors qu'en fait, on essaie de les soulager. Le troisième point, c'est quand vous avez l'impression que vous avez plus d'ennuis que tous les autres. Alors c'est pas du tout évident qu'on ait plus d'ennuis que tous les autres, et vous devez plutôt vous poser la question, est-ce que finalement les autres ils ont autant d'ennuis que moi, mais ils en parlent moins, ils s'en plaignent moins, et
ils réagissent mieux finalement à mes ennuis, aux ennuis qui sont. Le quatrième point, c'est qu'il faut que vous ayez à l'idée que les ennuis vous rattraperont toujours. C'est-à-dire que vous avez beau vous enfermer quelque part, rester cloîtré pendant un certain temps, le temps d'oublier, le temps de vous consoler, le temps de passer à autre chose. Vous avez beau rester dans votre lit et plus aller jusqu'à la boîte aux lettres parce que vous en avez marre de recevoir des mauvaises nouvelles par l'intermédiaire du courrier. Ça sert à rien parce que les factures reviendront, les factures tomberont toujours. Et vous avez beau essayer de rétrécir la vie au maximum pour prendre le moins de risques possible, bah, il se passera toujours quelque chose dans votre vie. Si c'est pas un ennui personnel, ça sera un ennui dans votre famille, il y a toujours quelque chose. Donc, le point commun entre tout ça, entre tous ces points, c'est qu'effectivement, il faut surtout se pencher sur la manière dont on réagit à ces ennuis, c'est-à-dire dans la manière dont on accepte ou pas de réparer ces ennuis. Le cinquième point, c'est vous devez vous poser la question, est-ce que ce qui m'arrive est réparable? Ça, c'est très important. Et ai-je vraiment la volonté de réparer? Ou alors j'envisage des obstacles, donc j'hésite par avance à réparer. Je suis pas très convaincu que je vais me mettre à la réparer, donc il faut clarifier votre situation par rapport à la réparation. Et c'est important aussi de clarifier sa situation parce que certaines personnes pensent qu'ils portent le passé comme un fardeau et que ça les empêche d'aller vers l'avenir. Or, c'est pas tout à fait comme ça que se présentent les sentiments négatifs. Les sentiments négatifs sont dirigés vers l'avenir et ce qu'on appréhende, c'est tout ce qu'on va avoir à faire dans l'avenir et qu'on n'a pas envie de faire. Le sixième point, c'est aussi un point de clarification, là qui est très important, c'est-à-dire c'est à vous de réparer, parce que personne d'autre le réparera. Bien sûr, vous allez me dire, oui, ben ce qui m'arrive c'est pas de ma faute, par exemple, j'ai ce truc-là qui marche pas, qu'il va falloir que je répare, mais c'est pas de ma faute parce que par exemple on m'a donné quelque chose qui m'allait pas. Quelle que soit effectivement la cause, de toute façon, ça sera toujours à vous de réparer parce que personne d'autre le fera. Et d'ailleurs, on trouve dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, Sisyphe qui accepte son châtiment. Voilà, c'est pas de sa faute, il a été puni, il a subi un châtiment, mais bon, il finit par accepter de réparer ce qui est de la faute des autres. Le septième point qui est lié, c'est l'idée de ne pas avoir une confiance absolue dans les autres, mais de devoir toujours repasser derrière. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une confiance absolue? Ben, c'est par exemple, on voit ça dans les films, c'est par exemple un patron qui s'en va, qui rentre chez lui et il dit à la personne, à son employé, écoutez, vous me faites ça, je vous fais confiance. Hein. Ben ça, c'est un abus de confiance qui est tyrannique. Parce qu'on s'imagine que la personne est à sa disposition, on s'imagine que la personne va se plier à tout ce qu'on lui demande, et après, ben, on s'aperçoit que non, ça marche pas comme ça. Il faut savoir que la personne n'a pas forcément les mêmes intérêts et qu'elle ne va pas appliquer docilement ce qu'on lui demande. Alors le huitième point, le huitième conseil que je voulais donner est un peu différent, il est un peu hors psychothérapie. C'est-à-dire que pour essayer de relativiser tous les ennuis qu'on a, on a intérêt quand même à se trouver un but relativement important dans sa vie. Un but, ça va permettre de relativiser les choses, c'est-à-dire on va recevoir des mauvaises nouvelles, des ennuis, mais on va se dire oui, mais quand même, je poursuis mon chemin. Quels que soient les obstacles et les cailloux et les obstacles que je rencontre sur mon chemin, je poursuis quand même mon chemin. Et ça permet donc de mieux encaisser tous les ennuis donc qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, Camus en parle aussi d'une solution existentielle qui est de se donner un but dans la vie. Mais ce dont Camus parle aussi, ça sera notre neuvième point, c'est que le but que vous allez vous fixer doit pas devenir une passion. Ça doit pas devenir un problème idéologique, que ça soit une passion amoureuse, une passion politique, une passion,
je ne sais quoi, en fait, et il a cette très jolie formule. Voilà, il ne faut pas que la raison de vivre devienne une raison de mourir. Voilà, je vous ai donné 9 conseils pour essayer de moins souffrir. Et dans les prochaines vidéos, dans la même série, je vous donnerai d'autres conseils, toujours pour réparer votre vie.